Le Parti communiste mobilise contre Jean-Marie Le Pen. Plusieurs manifestations en France contre le leader du Front National qui est invité de l'heure de vérité. Ce soir sur Antenne 2. Présidentielle ouverture de la bataille des bilans économiques. Les barristes décernent un 0 pointé à celui des années Mitterrand. La France, disent-ils, joue maintenant en seconde division. 5 industriels français inculpés pour livraison vers l'URSS de matériel illicite. Précisément, l'OTAN étudie à Versailles le renforcement de la protection des technologies de pointe. Enlèvement à Beyrouth d'un ingénieur ouest-allemand alors que se déroule à Düsseldorf le procès de Abbas Hamadeh. Ralf Schrey est le 3e Allemand et le 20e étranger détenu ou disparu au Liban. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. SIDA, une nouvelle terminologie à la une de l'actualité, un mot créé de toutes pièces pour désigner les victimes du sida. Aujourd'hui, ces 7 lettres nous troublent d'autant plus qu'elles concernent des enfants. À New York, je le disais à l'instant, un bébé sur 61 est atteint du sida. Un chiffre effrayant qui met l'accent sur l'autre réalité de la maladie, une réalité que l'on a parfois des scrupules à montrer. Enquête à New York de Paul Nahon et Francis Friedland. Il aura fallu déployer des trésors d'imagination et de patience pour pouvoir ouvrir cette maison dans le New Jersey. Ici, les enfants sont beaux et apparemment en bonne santé. Apparemment seulement, car leur petite vie ne tient plus qu'à un fil, un rhume, une angine, une coupure. Atteints du sida, ils n'ont plus de défense immunitaire et dans quelques mois ou quelques années, Mélissa, Yonick, Katia vont mourir. Ils ont été contaminés par leur mère. Le docteur Ziland et sa femme ont décidé de créer ce centre il y a 1 an, mais il aura fallu d'abord convaincre les autorités. Certains ont été réticents, d'autres se sont montrés d'une extrême générosité. Juste à côté, il y a un marchand de glace. Nous avions très peur qu'il s'oppose à l'ouverture de cette maison. Nous avons parlé avec lui. Il a trouvé l'idée très généreuse et depuis, il envoie des glaces gratuitement pour tous les enfants. Nous essayons de nous concentrer sur la qualité de vie de ces enfants et non pas sur la quantité ou l'espérance de vie. Ici, vous savez, chaque petite chose devient très importante. Seule précaution apparente, les gants que porte le personnel pour changer et soigner les enfants. Tout est fait pour ne pas trop les séparer de leur mère, mais dans la plupart des cas, la mère se trouve à l'hôpital, incapable de s'en occuper. Aujourd'hui à New York, un enfant sur 61 naît chaque mois avec le sida, et aux États-Unis en 1990, 3000 bébés naîtront avec la maladie. Le problème du sida chez les homosexuels est en train de se ralentir, étant donné, grâce à une réaction des groupes homosexuels. Malheureusement, en ce moment, l'infection se développe d'une manière extraordinaire chez les toxicomanes. Environ à peu près 7% des patients atteints du sida sont des femmes en âge de porter des enfants et à peu près lors d'une grossesse, il y a une probabilité de 35 à 50% pour ces femmes de donner naissance à un enfant infecté par le sida. Ces porteurs du sida, hommes, femmes, enfants, on les trouve désormais en majorité dans les ghettos des grandes villes. La maladie frappe en priorité les Noirs et les Hispaniques, les couches les plus défavorisées de la nation, les plus touchées aussi par les problèmes de drogue. En 1990, en Amérique, 300 000 personnes seront atteintes par le sida. On prévoit un mort toutes les 10 minutes si d'ici là, aucun vaccin n'est trouvé. Oui, vous l'avez compris, les chiffres new-yorkais, les chiffres américains sont impressionnants. Est-ce qu'il existe des données françaises aussi alarmistes, Jean-Daniel Fézaquier? Non, parce que la situation n'est pas la même pour, je dirais que eux c'est eux et nous c'est nous. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes parce que New York représente peut-être dans le monde occidental ce qu'il y a de pire en matière de risque d'infection, avec notamment la toxicomanie, comme le disait Paul Nahon. Mais il n'empêche qu'en France, aujourd'hui, on estime le haut de la fourchette que 0,7% des femmes en âge d'avoir un enfant sont porteuses du virus. 0,7% de femmes enceintes, d'après les études. Quand on sait qu'une femme a un risque sur 2 environ de transmettre le virus à son enfant, cela fait quand même 4 enfants pour 1000 en France, ce qui veut dire, peut-être en prenant des chiffres très simples, que chaque jour, en France, naissent entre 5 et 10 enfants contaminés par le virus, des enfants pour lesquels le pronostic reste malheureusement très sombre. Le dépistage systématique dont on parle beaucoup, c'est une solution, Jean-Daniel? Ce n'est sûrement pas la solution et tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il est inutile. Pourquoi? Parce que là encore, toutes les études faites à grande échelle ont montré que les femmes à risque, on les connaît bien. Ce sont d'abord les toxicomanes ou celles dont le conjoint est un toxicomane. Les drogués payent le plus lourd tribut actuellement chez les jeunes femmes. Ensuite, il y a celles qui ont eu des partenaires multiples et dont le conjoint ou elles-mêmes sont originaires d'Afrique centrale, des zones à haut risque. Et puis celles
celles qui ont été transfusées à plusieurs reprises avant août 85, avant qu'on mette en route le dépistage. Le dépistage sanguin dans les banques du sang. Dépister systématiquement toutes les femmes, ce serait d'abord médicalement inutile, ce serait ensuite économiquement ruineux, faire 10 000, 15 000 tests pour rien, alors qu'on trouverait peut-être un cas positif, puis c'est majorer le risque de trouver des tests faussement positifs, d'obliger des femmes qui sont indemnes de contamination à interrompre leur grossesse alors qu'elles n'ont rien et que l'enfant qu'elles portent n'ont rien. Puis je voudrais vous dire une chose en conclusion, Henri, c'est qu'en France, on a peut-être des médecins et des biologistes parmi les plus réputés au monde et les plus qualifiés pour travailler sur le sida. Eux savent ce qu'ils disent, eux savent ce qu'ils doivent nous dire et ce que l'on doit faire à partir de leurs conseils, eux qui sont dégagés en particulier de toute préoccupation électorale. Merci. Jean-Marie Le Pen, à l'heure de vérité, c'est incontestablement l'événement politique de la soirée. Ce soir, sur Antenne 2, dans une demi-heure à peu près, le leader du Front National répondra aux questions d'Alain Duhamel, Jean-François Kahn et Albert Duroy. Le passage de Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité suscite quelques réactions, c'est le moins que l'on puisse dire. Le MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, a manifesté longuement hier soir. Dès hier à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le PC était également descendu dans la rue avec les représentants d'une vingtaine d'associations. Et puis nouvelle manifestation ce soir à Paris, de la République à la Bastille. En première ligne, le PC, les jeunesses communistes, la CGT, l'UNEF et l'Amicale des Algériens en France. Bref, le Parti communiste a fait de ce mercredi 27 janvier 88 une véritable journée anti-Le Pen. André Lajoigny l'a rappelé tout à l'heure, c'était à Marseille. Le plus surprenant dans ce meeting du Parti communiste, c'est qu'il ait attiré aussi peu de monde. Des 2000 jeunes attendus, tout juste 500 s'étaient déplacés. D'autant plus surprenant que le thème était ce soir le racisme. Or, à Marseille, c'est justement l'un des problèmes qui préoccupe le plus les habitants de la cité phocéenne. D'ailleurs, André Lajoigny vient à l'instant même de lancer une nouvelle fois un appel sans équivoque contre la candidature Le Pen. Le Pen, il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas s'en servir comme d'un repoussoir ou d'un faire-valoir. Il faut le combattre parce que Le Pen, c'est le racisme. Et le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Je dirais même que c'est un crime puisqu'il y a aujourd'hui des morts victimes du racisme dans ce pays. Mais monsieur Lajoigny, vous ne pensez pas qu'en parlant souvent de lui, vous lui faites indirectement de la publicité? Non, je crois qu'il faut le démasquer et le battre et le faire reculer. Beaucoup d'autres forces politiques se servent de Le Pen. Nous ne jouons pas avec lui. Nous le combattons, nous le démasquons, car c'est l'intérêt de notre peuple, c'est l'intérêt de la démocratie. Convaincu de l'attitude à avoir face au candidat du Front National, André Lajoigny développera dans quelques minutes, une fois de plus, cette position têtue. Après Marseille, sous un autre chapiteau, celui d'Arles. Économie et politique. L'état-major de Raymond Barre dresse un bilan plutôt sévère. Vous allez l'entendre, des années Mitterrand. Bruno Durieux, le conseiller économique de Raymond Barre, donne un 0 pointé au bilan socialiste. Pour lui, 7 ans se résument en un seul mot, recul. 81-88, le premier bilan des 7 années Mitterrand établi par les baristes est économique, on pouvait s'y attendre. L'analyse est scrupuleuse, la dissection méticuleuse, mais la digestion est plutôt difficile. Prix, très moyen. Emploi, effondrement. Commerce extérieur, catastrophe. Investissement, décrochage. Bref, pour les baristes, la France ne joue plus en première division, mais en seconde division. Les années Mitterrand nous ont coûté 1000 francs par mois et par famille, du fait qu'on a perdu du dynamisme dans la croissance et les revenus. Elles nous ont coûté 600 000 emplois. L'ensemble de nos partenaires européens a retrouvé son plus haut niveau d'emploi de 1980. Nous sommes encore en dessous, à hauteur de 600 000 emplois de ce niveau. Avant 80, on était plus dynamique, on était plus créateur d'emplois que les autres pays. Et la troisième conclusion majeure, c'est que les années Mitterrand nous ont fait perdre un client étranger sur 5. En réalité, ce bilan est complètement indécent. Barre s'énerve parce qu'il se rend compte que Chirac est en train de lui passer devant. Il est indécent, prenons l'exemple de la croissance. Les résultats qu'il met en avant sont mauvais. Mais ils sont mauvais parce qu'on mélange les deux périodes, celle des socialistes et celle de Chirac. Sur la période socialiste, la croissance française est meilleure que la croissance européenne. Mais sur les années 87-88, elle est moins bonne. Quand on réunit le tout, c'est mauvais. En réalité, en croyant attaquer Mitterrand, Barre, dans cette affaire, attaque indirectement Chirac. Je crois qu'il fait du billard à deux bandes. Qui a fait quoi? Qui attaque qui? Qui a dit quoi sur qui? Premier bilan, première empoignade, c'est bien le coup d'envoi du jeu du petit cochonnet qui se joue à 3 avec Barre, Chirac et Mitterrand.
Voilà, vous l'avez compris, polémique sur les chiffres, c'est pas vraiment nouveau, Philippe Sassier. Bon, a priori, ce sont les analystes qui divergent, car les chiffres, ils sont officiels, ce sont les chiffres de l'OCDE. Ce sont toujours des chiffres officiels. En tout cas, pour dresser un bilan réquisitoire du septennat de François Mitterrand, Bruno Durieux a puisé ces chiffres chez les bons auteurs, l'OCDE, l'INSEE ou bien le ministère des Finances. Il a systématiquement comparé les performances françaises aux performances étrangères et notamment européennes. Et alors que dans le camp socialiste, on s'apprête à défendre l'idée que le libéralisme, eh bien, c'est dans l'impasse, Bruno Durieux, lui, affirme que le septennat de François Mitterrand marque un recul dans tous les domaines économiques et sociaux, un bilan qui va certainement déclencher une belle bataille de chiffres. En effet, en jouant sur les années de référence, on peut, avec les mêmes chiffres, aboutir à des conclusions différentes. Bruno Durieux s'ingénie à démolir certains résultats présentés par les socialistes comme des succès, les prix et le financement de la sécurité sociale notamment, et il insiste sur le retard français, investissement, croissance et emploi. Sa conclusion, en 80, la France jouait en première division, elle se trouve aujourd'hui en deuxième. La difficulté consistait à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire les 2 ans de Jacques Chirac avec le septennat de François Mitterrand. Le barissime Durieux a trouvé une réponse depuis 86, ça va mieux. Dans l'entourage de Jacques Chirac, on reste très serein. Les flèches de cet expert polytechnicien visent l'Élysée et non pas Matignon. L'autre image politique de la journée, sensiblement différente, Valéry Giscard d'Estaing à Verdun-sur-le-Doubs, en campagne. C'est dans cette petite commune de Saône-et-Loire que l'ancien président avait prononcé son fameux discours du bon choix, il y a 10 ans. 10 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing ne s'engagera pas directement dans la bataille, il s'en est expliqué à plusieurs reprises, mais avec l'UDF, il soutiendra le député de Lyon. Verdun-sur-le-Doubs accueille ce soir, et non sans émotion, un hôte de marque, Valéry Giscard d'Estaing. Il est revenu, comme il y a 10 ans, fidèle aux souvenirs. C'est le maire de Verdun, le giscardien Maurice Duvernois, qui l'accueille. VGE est visiblement ému. Il n'a pas oublié. Souvenez-vous, janvier 78, le pays est à la veille d'une élection législative importante. La gauche gagne du terrain. VGE demande aux Français qui ont voté pour lui de ne pas se déjuger en lui donnant une majorité pour gouverner. C'est le bon choix et les Français l'écouteront. Aujourd'hui, les habitants de Verdun et leur maire, donc Maurice Duvernois, n'ont pas oublié. C'est vraiment de l'amour. Avenue Valéry Giscard d'Estaing, la stèle du bon choix, la rue du 27 janvier. Tout est fait pour rappeler à l'illustre invité de ce jour qu'il avait fait, voici 10 ans, la conquête de ce petit village de Saône-et-Loire. Un VGE visiblement nostalgique qui ne manquera pas de se souvenir qu'il avait annoncé ce jour-là que la Constitution n'interdisait pas de gouverner avec la gauche. Cela ne s'appelait pas encore la cohabitation. Le sondage du jour, si l'on en croit le dernier BVA Paris Match, la popularité de Jacques Chirac grimpe de 9 points et celle de François Mitterrand de 2 points. Bilan, 52% des Français ont une bonne opinion du Premier ministre, François Mitterrand recueillant pour sa part 61% d'opinion favorable. En revanche, 59% des personnes interrogées se disent mécontentes de la façon dont la France est gouvernée, sans commentaire. Les femmes en l'an 2000, c'est le thème des assises nationales qui se déroulaient aujourd'hui à Paris à l'initiative de la délégation à la condition féminine. Tout au long de la journée, on a évoqué l'accession croissante des femmes à des postes de responsabilité. Ce soir, Jacques Chirac a clos les travaux et les débats en proposant notamment l'instauration d'un chèque-temps qui permettrait aux femmes de prendre des périodes de repos pour se consacrer à la formation professionnelle. Sur le terrain, une équipe d'Antenne 2 a essayé de voir comment la loi de 1983, loi sur l'égalité des femmes, était appliquée. 18 entreprises en France l'appliquent, parmi elles Moulinex. Il faut dire que 67% de l'effectif est constitué de femmes et que 80% d'entre elles travaillent à la chaîne. Enquête de Françoise Joly. Ces gestes saccadés, répétitifs, plus de 4000 femmes les exécutent chaque jour chez Moulinex. Avec le premier plan d'égalité professionnelle lancé en 1984, une centaine d'entre elles ont échappé au travail à la chaîne. Aujourd'hui, après 2 ans de formation, elles travaillent au contrôle de la production, au réglage des machines et même dans les bureaux d'études. Mais à 33 ou 34 ans, retourner à l'école n'a pas été facile. J'avais un peu peur de ne pas réussir cette formation parce qu'il fallait retourner à l'école. Ça faisait 15 ans que je n'y étais pas retournée. Donc j'avais peur d'avoir des difficultés sur certains niveaux, quoi. Mais ces femmes sont allées jusqu'au bout de leurs efforts. À 98%, elles ont réussi leur CAP de mécanique d'entretien.
Aujourd'hui, dans leurs nouvelles tâches, elles sont mieux payées et surtout, elles trouvent dans leur travail un véritable intérêt. Bon, on a une vision du travail quand même, hein, totalement différent. De mettre une plaque et 3 vis, on ne cherchait pas vraiment à quoi ça servait, que maintenant, on cherche à s'enrichir de plus en plus, quoi. On évolue. Cette évolution n'est pas seulement professionnelle. Ces femmes, mères de famille, suivent désormais plus facilement la scolarité de leurs enfants. Cela me permet de pouvoir les aider dans leurs études parce que ça m'a fait une révision de toutes les matières que je n'avais pas revues depuis 15 ans, les mathématiques, le français, tout ça. J'ai refait une remise à niveau, si vous voulez. La formation de ces 100 femmes a coûté 10 millions de francs à Moulinex. L'État y est allé de sa poche en finançant 30% de l'opération. Enfin, la requalification de ces ouvrières permet à l'entreprise d'être plus compétitive. Un tiers du personnel féminin de production devra passer en formation d'ici fin 88. Ça doit nous permettre de préparer les gens aux changements, aux évolutions de l'entreprise, notamment à la polyvalence, à l'extension des tâches et à la mobilité. Dans toute la France, seules 18 entreprises se sont lancées dans ces plans d'égalité professionnelle. Une avancée qui reste somme toute bien modeste. 5 Français inculpés aujourd'hui pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère. L'information a été confirmée cet après-midi au moment même où s'ouvrait à Versailles la réunion du COCOM, qui est le comité de coordination pour le contrôle des exportations. En 2 mots, il s'agit de protéger nos technologies de pointe qui sont très convoitées, semble-t-il, par l'URSS et les pays de l'Est. Hervé Brusini. On ne parle pas, on n'approche pas, ici top secret, réunion du COCOM. 16 pays en conclave, ceux de l'Alliance Atlantique plus le Japon, un objectif commun, renforcer les contrôles sur la vente des produits haut de gamme, ce qui pourrait être utilisé à des fins militaires. Un même adversaire, les pays de l'Est. Mais la grande famille COCOM connaît, paraît-il, quelques tourments. Selon les États-Unis, la France serait quelque peu laxiste dans sa surveillance. Alors, comme pour démontrer qu'il n'en est rien, une soudaine révélation, le démantèlement par la DST d'un réseau de trafiquants. 1985, près de Marseille, Julien Dinardo crée sa société, la Universal Testing Equipment. Un stratagème pour répondre aux exigences d'un officier du KGB. En poste en France depuis 1978, un officier devenu l'agent traitant de Dinardo. Et les convoitises de Moscou portent sur ce que fabrique cette entreprise d'origine allemande, la Rohde & Schwarz. L'un de ses employés est mis dans le coup. Son rôle aurait été de fournir les fiches techniques, les détails sur les dernières créations de Rohde & Schwarz. Les documents étaient ensuite transportés à Moscou par Dinardo. Et là, les soviétiques n'avaient plus qu'à faire leur choix sur catalogue, équipement de mesure ou système de télécommunication de niveau stratégique. À la Rohde & Schwarz, on ne désire pas faire de commentaires. Parler de notre société, mais si vous nous interrogez pour l'affaire, il y a une instruction qui est en cours, l'instruction n'est pas close. Dernier élément de la filière, une société de fret, la Geravia, dont un bureau existe ici à Marseille. 3 de ses employés auraient effectué les formalités douanières avant d'acheminer le matériel vers l'URSS. Les 5 Français impliqués dans cette affaire ont tous avoué, ils risquent entre 10 et 20 ans de réclusion. Jacques Chirac l'a annoncé hier soir, 330 avions Rafale équiperont l'armée française. Une commande qui pèse très lourd, 175 milliards de francs et qui donne du travail jusqu'à la fin du siècle à certains industriels français. Reste que pour convaincre les sceptiques, il y en a encore semble-t-il beaucoup, le Rafale doit aussi conquérir le marché mondial. Autant dire que le plus dur reste à faire. Laurent Boussier. Satisfaction et soulagement chez les industriels, interrogation et vigilance dans l'armée de l'air, légère déception pour la marine, les décisions prises hier en conseil interministériel auront eu au moins l'avantage de lever les ambiguïtés qui depuis 7 mois entouraient le lancement du programme Rafale. 2 prototypes construits dès 1990, 330 exemplaires à produire à partir de 1996, cet énorme bol d'oxygène financier va permettre à Dassault, mais aussi à la Snecma et à Thomson, d'avoir du travail jusqu'à la fin du siècle. Cette victoire des industriels ne doit pas faire oublier les menaces qui pèsent sur l'avion. 175 milliards, c'est cher, très cher, surtout si le Rafale reste un avion exclusivement français, vendu sur le seul marché intérieur. C'est le souci d'André Giraud, ministre de la Défense, pour qui il n'y a pas d'autre solution que des coopérations industrielles avec les pays les plus développés. Des discussions ont lieu actuellement avec la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre et même les États-Unis. Des discussions, mais pour l'instant pas de concrétisation. Ce sera pourtant une question de survie.
Dans l'armée de l'air, on insiste sur le cahier des charges de l'avion définitif qui devra être plus léger et surtout plus discret que le prototype actuellement en essai. Enfin, dans la marine où l'on sait qu'un avion navalisé n'a pas toujours les performances d'un avion spécifiquement étudié pour l'aéronaval, on déplore l'arrivée tardive du Rafale dans les unités. 1996, ce sera 3 ans après la mise au placard des Crusaders. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire ce soir. Les autres télégrammes d'actualité commentés par Isabelle Staes. Hosni Moubarak à Washington, le président égyptien vient demander le soutien des États-Unis pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Hosni Moubarak, qui sera reçu demain par Ronald Reagan, arrivera dimanche à Paris. Felipe González demande au Congrès américain de faire un geste pour la paix en Amérique centrale. L'Espagne est prête à vérifier l'application des accords de paix, a déclaré le président espagnol au cours d'un dîner avec Daniel Ortega. Le président du Nicaragua, qui poursuit sa tournée en Europe, sera demain à Rome. Super show à l'américaine pour les 2 derniers nés de la famille Boeing. Voici le 747-400, le plus grand avion civil du monde avec pilotage à 2. Autre version améliorée d'un ancien modèle, le 737-400, un sérieux concurrent pour l'Airbus A320. Les 2 appareils entreront en service à l'automne. Dans le conflit inter, la Cour d'appel de Paris donne raison aux pilotes. Elle estime que la justice n'est pas compétente pour apprécier la légitimité des revendications. En juillet 87, le tribunal de Créteil avait jugé illicite la grève des pilotes et mécaniciens. À Paris, le procès de Christian David, alias le Beau Serge, a été renvoyé au mercredi 22 mars prochain. Le renvoi intervient après 4 heures de suspension d'audience à la suite du départ des 3 avocats de la défense. Je vous rappelle que Christian David est accusé du meurtre d'un commissaire de police. L'affaire remonte à février 66, il y a 22 ans. Un bateau pour Gaza, c'est le slogan d'une opération lancée hier par Ibrahim Sous, le représentant de l'OLP à Paris. Le but de l'opération est de réunir 15 millions de francs afin d'acheter des vivres et surtout des médicaments pour aider les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Ibrahim Sous a reçu le soutien de Monseigneur Gaillot, l'évêque d'Évreux. Le parrainage de l'homme d'église n'est pas réellement surprenant. Monseigneur Gaillot est déjà intervenu à plusieurs reprises au plus haut niveau, notamment dans l'affaire Albertini. Portrait d'un évêque pas tout à fait ordinaire par Michel Monpontet. Un visage imposé dans l'actualité en quelques mois. Jacques Gaillot, 52 ans, évêque d'Évreux, homme de prière mais aussi homme de médias. Ses prises de position répétées sur des sujets multiples et variés en ont fait un évêque presque célèbre et qui se dit engagé. De l'affaire Albertini aux objecteurs de conscience en passant par le désarmement, Monseigneur Gaillot a exprimé ce qu'il pense tout haut et très souvent devant des caméras. Est-ce que vous vous êtes déjà regardé à la télé? Ça m'est arrivé, oui. Vous trouvez comment? Je trouve que j'ai une voix un petit peu mollasse. Une voix mollasse peut-être, mais une voix qui dérange. On reproche souvent à cet évêque peu ordinaire de se mêler de tout et sans cesse. Je considère que le sacerdoce doit être engagé et que l'annonce de l'évangile ne peut se faire que sur la route des droits de l'homme. Le seul combat qui vaille, c'est le combat de l'homme. Monseigneur Gaillot contre le racisme, il attaque Jean-Marie Le Pen sur ses propos. Ce dernier, d'ailleurs, lui reprochera vivement. Mais il se rendra aussi en Afrique du Sud visiter Pierre-André Albertini et aujourd'hui, il prend position pour les Palestiniens avec un bateau pour Gaza. Un bateau pour Gaza, voilà un geste de solidarité envers les Palestiniens, des territoires occupés. Et je crois qu'un bateau, ça permet à des tas de gens non seulement d'être sensibilisés, mais d'avoir part et de faire une petite action. Cet évêque branché a parfaitement compris comment utiliser les médias pour les causes qu'il juge capitales. Pour lui, la télévision, c'est mieux qu'une homélie. Est-ce que c'est un modèle facile à photographier? Très facile. Rugby, on connaît la composition de l'équipe de France qui affrontera l'Écosse dans le traditionnel tournoi des 5 Nations. C'est le 2e match de l'année 88. En principe, vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Les sélectionneurs ont donc considéré la victoire courte face à l'Angleterre comme une défaite. Jugez plutôt 4 changements et non des moindres. Jean Mamère. Au moins 2 grandes surprises dans la composition de cette équipe de France. La première vient de la première ligne et de la sélection du Lourdais Louis Armary à la place de Pascal Ondarts, le titulaire depuis 2 saisons. Louis Armary, 20 ans, avait disputé son premier match international contre la Roumanie en Coupe du Monde.
Moins surprenant est le retour de Lorieux. Patrick Serrière assurait l'intérim sur blessure d'Alain Lorieux. Rétabli, Lorieux récupère donc logiquement son poste. Le choix de Jean-Baptiste Lescarboura à l'ouverture confirme le retour en forme du Dacquois. Sorti groggy en test match contre la Nouvelle-Zélande en 86, il récupère un poste où Franck Ménel, à l'époque, l'avait remplacé. Enfin, deuxième grosse surprise, le remplacement d'Éric Bonneval par Patrice Lagisquet. Bonneval n'a pas retrouvé son meilleur niveau, il n'est même plus remplaçant dans cette équipe. Lagisquet marque essai sur essai, il revient donc en équipe de France. Voilà les 4 jokers pour affronter l'Écosse le 6 février prochain. Erreur interdite. La météo, température clémente pour la saison, on est encore qu'en hiver, et inondation en série malheureusement, Laurent. Oui, effectivement, nos fleuves sont d'une humeur débordante en ce moment, les fleuves et les rivières d'ailleurs. Ils débordent à Périgueux, du côté de Chartres, Saumur, Poitiers, Limoges, Sedan, Paris, bref, pratiquement sur une grande moitié ouest de la France, nous sommes sur des côtes d'alerte largement dépassées. Alors demain, quel temps aurons-nous? Eh bien, nous aurons pratiquement le même temps qu'aujourd'hui, avec tout de même la perturbation qui était aujourd'hui sur la partie ouest de la France va légèrement se décaler sur la façade est, ce qui explique donc les quelques éclaircies que je vous propose avec la météo nationale sur la carte du temps pour demain et la couleur du ciel. Vous allez en juger ces éclaircies donc sur la façade atlantique, avec quand même une poussée nuageuse un peu marquée et même des pluies assez fortes dans l'après-midi sur le littoral méditerranéen, partout ailleurs, des nuages sans grandes intempéries. Les températures, je vous laisse observer les villes qui vous concernent. Vous voyez, une immense douceur, une excessive douceur même, avec 5 à 12 degrés pendant la nuit, 12 degrés à Biarritz cette nuit, et alors qu'il fera par exemple ici dans l'Aisne, à Aulnon, nous aurons 10 degrés demain, Aulnon, près de Saint-Quentin, et il fera ici aussi à Veules-les-Roses, 10 degrés. Veules-les-Roses, c'est là où se situe le plus petit fleuve de France, il est tout petit comme ça, il mesure 1 km, ça existe, 1 km, mais il ne déborde pas. Voilà, demain nous célébrerons les Thomas d'Aquin, et le soleil repliera ses rayons à 17h39. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 20h30, tout de suite après le journal avec l'heure de vérité de François-Henri de Virieux. Jean-Marie Le Pen répondra aux questions de 3 confrères, Albert Duroy, Alain Duhamel et Jean-François Kahn. Comme d'habitude, Jean-Louis Le Sen sera fidèle au poste à SVP. Vous pouvez poser vous aussi vos questions. À 23h30, pardon, dernier journal présenté par Aubry Edler. Demain, dès 6h45, n'oubliez pas Télématin. À 8h moins le quart, c'est Pierre Bérégovoy, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui sera l'invité des 4 vérités de Gérard Morin. Bonne soirée sur Antenne 2, je vous retrouve demain. Bonsoir.